Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 3 minutes. On est lundi, on est le 2 octobre. Bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Hey, vraiment une belle journée pour accueillir le Queen Mary 2. Hein. Je pense que si Tourisme Côte-Nord, destination Sept-Îles Nakawinanu, ils ont dû mettre des chapelets à corde à linge, certains. Hein? Oui, belle journée. Puis c'est une belle journée pour ces gens-là. 3800 passagers et membres d'équipage. Belle journée pour la population de Sept-Îles, se rincer l'œil aussi. Ouais. C'est un vraiment beau bateau. Là. Effectivement, donc d'aller se promener dans le coin du port de Sept-Îles, ça va être agréable. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées le visiter depuis qu'il est arrivé ce matin. Oui, il est arrivé un petit peu plus tard que prévu. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont manqué leur coup avant d'aller travailler, mais il est là jusqu'à 17h quand même. 17h, effectivement. Donc, on a le temps encore. Peut-être qu'il y en a qui vont profiter de l'heure de lunch aussi pour aller là l'après-midi. Bref, c'est une belle journée. Puis, il en sera question d'ailleurs à Côte-Nord Attitude de ce bateau-là. Oui, j'ai fait une entrevue avec Mylène Paquette, la rameuse transatlantique bien connue au Québec. Là, on le sait qu'elle a rencontré le Queen Mary 2 lors de son expédition. Donc, elle traversait de Halifax jusqu'en France et en plein milieu de l'océan après des tempêtes terribles. Mylène Paquette a eu du secours même des gens du Queen Mary 2. Pour elle, c'est très, très spécial. Elle est à Sept-Îles pour quelques jours. On pourra la voir. Les gens qui iront à la marina où est exposé son bateau là de Aram, son bateau Aram, le Hermel, elle va être là toute l'après-midi, Mylène Paquette, et elle sera avec nous dans quelques instants vers 12h15. On parle également de nage synchronisée. On avait jasé avec la mère Caroline Dubé qui a gagné le concours, mais là, c'est vraiment une nageuse synchronisée que tu as rencontrée en fin de semaine. Oui, j'ai profité de l'occasion cette fin de semaine que Tracy Little était à notre centre aquatique de Sept-Îles avec un groupe là d'une trentaine de nageuses, des filles du club Les Astérides de Sept-Îles. J'ai parlé avec 3 jeunes également là qui ont profité de ses conseils. Tracy Little nous donne une entrevue en français qu'on va écouter vers 12h28. Ensuite, à 12h40, on reçoit Marie-Claude Dubé de la troupe de théâtre La Patente pour parler de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles. C'est bien parti votre ligue, hein? En fin de semaine, il y avait des activités dans le cadre des Journées de la culture et il y a un beau tournoi qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Effectivement, ça a été le match de lancement en fin de semaine. Samedi, les 4 équipes qui étaient en action, ça a été vraiment le fun. Et là, en fin de semaine, c'est la 5e édition déjà du tournoi du Dindon Doré, qui est un tournoi qui réunit plusieurs équipes au Québec. Il y a 10 équipes en tout qui vont s'affronter pendant ce tournoi-là. C'est tout le temps le fun de renouer avec ces gens-là qui viennent à cette île. Et la saison va commencer aussi. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent pour la Ligue d'impro, un match contre la Suisse. Il y aura un voyage au Manitoba. Vraiment plein de choses qui s'organisent. C'est des Suisses qui viennent chez nous? Oui. C'est des Suisses qui viennent chez nous, donc les gens vont pouvoir aller voir ça. Puis on va pouvoir en jaser avec Marie-Claude Dubé qui est avec nous à 12h40. On n'aura pas besoin d'aller au parc des Écureuils pour voir des Suisses cette fin de semaine-là. Et tu te souviens, Valérie, que le Cégep de Sept-Îles et la Commission scolaire du Fer se sont entendus pour coordonner leurs efforts dans la mise en place d'un pôle d'innovation à Sept-Îles. On va en parler à la chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado en fin d'émission Côte-Nord Attitude vers 12h50. Et juste avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. D'abord, l'ancien député du NPD sur la Côte-Nord, Jonathan Genest-Jourdain, appuie le nouveau chef de son parti, Jagmeet Singh, qui a remporté au premier tour hier l'élection à la chefferie. L'ancien député Innu, originaire d'Ouachat, partage les priorités du nouveau chef, qui sont la lutte au changement climatique, la précarité des emplois et la réconciliation avec les peuples autochtones. Par ailleurs, Jonathan Genest-Jourdain encourage les Innus d'Ouachat à voter lors de l'élection municipale du 5 novembre à Sept-Îles. Il ne sera pas candidat comme conseiller, comme il l'a déjà fait dans le district de Lens, mais il croit que les Innus d'Ouachat ont le droit et qu'ils ont intérêt à participer puisque la communauté est enclavée dans la ville de Sept-Îles. Depuis sa défaite électorale d'octobre 2015 dans le comté Manicouagan, Jonathan Genest-Jourdain est revenu à la pratique du droit. Il agit comme avocat en droit criminel et en protection de la jeunesse au palais de justice de Sept-Îles. Les 2 candidats à la mairie de Sept-Îles sont très actifs sur les réseaux sociaux. Régent Porlier et Russell Tremblay ont répondu notamment à l'entrepreneur Frédéric Gagnon
Gagnon, oui, sur notre page Facebook. Ce dernier explique qu'il est difficile de recruter du personnel qualifié et de développer nos entreprises à cette île en raison du coût de la vie et de la taxation municipale. Le candidat Russell Tremblay a rencontré Frédéric Gagnon la semaine dernière dans le cadre d'une tournée auprès des entrepreneurs. Monsieur Tremblay croit que la baisse de la population a un grand impact sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Il propose de mettre en place une entente pour l'avenue d'une population immigrante à cette île. Russell Tremblay veut des mesures pour inverser la tendance du coût de la vie, qui est un facteur déterminant pour que des nouveaux citoyens s'établissent chez nous. Le maire sortant, Régent Porlier, estime que le problème s'inscrit dans la culture à cette île qui vit au rythme de la grande entreprise, ce qui permet difficilement aux PME de retenir leurs travailleurs. Il veut travailler à réduire le coût des logements en créant une coopérative de gestion immobilière. Régent Porlier se dit prêt à parler de la taxation et des services de la municipalité avec les gens d'affaires dans un prochain mandat. Eh bien oui, il est chez nous depuis 8 heures ce matin. Le Queen Mary II effectue sa première escale au port de cette île. Plusieurs spectacles et activités sont proposés aux 3800 passagers et membres d'équipage ainsi qu'à la population de cette île, dont un cocktail présentement sur l'heure du midi, ainsi que plusieurs activités en collaboration avec la communauté Innu. À cette île, pour l'occasion, la rameuse qui a traversé l'Atlantique en solitaire, Mylène Paquette, est heureuse de revoir sa petite embarcation, le Hermel, tout près du Queen Mary, qu'elle a croisé au milieu de son aventure en 2013. Quelques heures avant de rencontrer le Queen Mary, j'étais dans un ouragan. Et mon routeur météo m'avait dit, Mylène, je pense que tu es l'être humain le plus seul au monde parce qu'il n'y a pas un bateau qui va venir autour de toi à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Et là, une journée plus tard, le Queen Mary s'est déplacé. Ils sont pas contentés de me prêter un téléphone satellite, là. Donc, ils m'ont mis des petits fruits frais, ils m'ont donné du savon, des lettres. Ça devait faire du bien quand on se sentait seul au monde au milieu de la mer comme ça. Notons que le Queen Mary II quitte l'escale de cette île à 17 heures. La rue Arnaud est fermée en partie dans le secteur du quai des Croisières, ainsi que le bout de la rue Monseigneur-Blanche. Une quarantaine d'exposants participeront au Salon des entreprises de cette rivière au Cégep le mercredi 25 octobre. Les entreprises et organismes gouvernementaux seront sur place pour faire connaître leurs services et offrir des emplois et des stages. Selon le conseiller en orientation du Cégep de Sept-Îles, Justin Pinchot, le but de ce rassemblement est de faire connaître les employeurs de la région auprès de la clientèle étudiante et de la population générale. Un babillard d'offres d'emploi sera affiché sur place. Le Salon des entreprises est organisé par le Cégep, Emploi Québec, Développement économique Sept-Îles, le Carrefour Jeunesse Emploi et la ville de Port-Cartier. La compagnie Innu Transport Chiwetin a inauguré samedi la nouvelle gare ferroviaire de Schefferville. L'ancienne gare érigée par la compagnie minière IOC était vieille de plus de 60 ans. 3 conseils de bande et le ministère fédéral des Transports ont financé la construction au coût de 2,7 millions de dollars. La compagnie Chiwetin a pris le relais d'IOC et sa filiale QNSCL pour le transport jusqu'à Schefferville en 2004. Plusieurs chefs Innu et le maire désigné pour Schefferville, Ghislain Lévesque, ont participé à une cérémonie protocolaire samedi comprenant une bénédiction, une coupure de ruban et des chants autochtones. Le porte-parole du conseil de bande d'Ouachat-Macmalieu-Tenam, Jonathan Saint-Onge, a rappelé comment le lien ferroviaire était rassembleur pour les Innu et significatif pour l'occupation du territoire nitassinan. Et la nageuse synchronisée Tracy Little, qui a participé à 2 Jeux olympiques, a supervisé samedi les entraînements d'une quarantaine de filles du club Les Astérides au centre aquatique de cette île. Grâce à la participation d'une maman, Caroline Dubé, au concours BMO 2000, 2 nageuses olympiques agissent comme entraîneurs depuis juin avec l'équipe des Astérides de cette île. L'expérience est très appréciée des nageuses, des entraîneurs et des parents. Les 2 nageuses olympiques montréalaises, Tracy Little et Karine Thomas, ont été choisies parce qu'elles sont des modèles pour les nageuses synchronisées. Je suis allé les voir au centre aquatique samedi. Je vous ai préparé un petit reportage. On va entendre 3 jeunes nageuses des Astérides qui apprécient et cet athlète olympique Tracy Little qui était de passage chez nous à cette île en fin de semaine. Donc ça, c'est vers 12h28. Dans quelques instants, je m'entretiens avec Mylène Paquette. Attitude.
Hey, salut Martin! Pis, grosse fin de semaine? Hey, mais hein, moi et ma femme, on est allés au resto, au spa, à l'hôtel. Hey boy, ça coûte cher. Mais attends, ça c'est juste vendredi. Samedi, on est allé skier, se faire masser, puis on est retourné au resto. Coudon, as-tu gagné à la loterie? Ben non, j'ai tout acheté sur la boutique Attraction. Martin n'est pas riche, mais il a fait de grosses économies sur la boutique Attraction. Des offres exclusives à moitié prix minimum sur boutiqueattraction.com. Attraction Radio, en direct. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Duguay, chef d'escale. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, félicitations, hein? Vous êtes réellement viré Saint-Dicenne, c'est extraordinaire. Le bateau devait être là l'année prochaine. Oui. Pas l'année passée parce qu'il est déjà passé, mais l'année prochaine. Ben bravo. Ça a été quoi le travail de préparation? C'est certain que c'est un gros travail de logistique, juste au niveau de la circulation, au niveau de la sécurité portuaire, au niveau de la logistique du transport par autobus. Ça a été tout un casse-tête pour nous de recevoir autant de personnes. Là, la réponse à date des gens est très bonne, ça débarque beaucoup. Oui, on est vraiment content là de l'accueil des gens, du navire. Les gens sont très de bonne humeur, ça se promène beaucoup partout. Alors, on est bien content là de les recevoir aujourd'hui. Ça nous donne une bonne pratique pour l'année prochaine. Moi, je suis surpris parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est froid aujourd'hui, mais les gens se sont déplacés. Regarde, on est dans une tente, là, c'est plein, puis on attend des gens, puis on invite les gens également à 16h pour le départ. Oui, effectivement. Ben toute la journée, il y aura de l'animation au quai des croisières, entre autres l'heure du thé Inou à 2h30 jusqu'à 4h. Et à partir de 4h, là, pour la population, il y aura des hot dogs sur place. Le navire, lui, va quitter à 5h, mais on invite tous les gens à partir de 4h sur le quai là, à venir en masse saluer le navire pour son départ et saluer chaleureusement les passagers qui nous ont visités aujourd'hui, là. Merci beaucoup, Marie-Ève, et bravo à toute ton équipe. Hein? Vous avez bien travaillé. C'était un reportage de Attraction Radio. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Mylène Paquette a croisé le Queen Mary II au cœur de son aventure transatlantique en 2013, alors qu'elle devenait la première rameuse à effectuer cette grande traversée en solitaire. Ce lundi, le Queen Mary II est au quai des croisières à Sept-Îles. Le Hermel, navire de Mylène Paquette, est toujours exposé à la marina de Sept-Îles et Mylène Paquette en personne est à Sept-Îles. Bonjour Mylène Paquette. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu t'ennuies d'Hermel? Dis-moi, quand tu n'es pas à cette île, finalement, c'est un retour avec Hermel, là. Oui, exactement. Moi, à chaque fois que je viens, j'ai très, très hâte de me retrouver seule dans le Hermel. Je suis toujours super excitée de le revoir. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que je le vois, je redécouvre toujours des petits souvenirs qui étaient très loin enfouis dans ma tête, là. Donc, j'ai besoin d'un petit moment avec lui pour pouvoir reconnecter avec cette grande aventure-là. Ouais, t'as eu l'occasion de le revoir souvent, quand même? Ça fait quoi? Plus d'1 an maintenant qu'il est exposé dans notre marina, là. Ce lundi, c'est ouvert. On peut en profiter, la population de cette île, pour côtoyer les gens du Queen Mary, puis aller voir Hermel, aller voir Mylène également. Oui, je pense que je l'ai vu depuis mon aventure 1, 2, 3, 4 fois. Ouais, à peu près 4 fois. Mais c'est sûr que c'est plus émouvant pour moi de le voir quand il est installé comme il est installé là. Parce que vous savez que tout le long de l'année, il y a des gens, je pense que c'est plus l'été que c'est ouvert au public, mais il y a des gens qui m'envoient des photos là, de eux quand ils sont allés à cette île voir le bateau. Fait que des fois, je me sens comme si on m'envoyait des preuves constamment que le bateau attire toujours des gens, puis que c'est ça, il fait rêver des gens. Aujourd'hui, c'est la 2e fois seulement que Hermel et le Queen Mary II se retrouvent au même endroit. La dernière fois, c'était vraiment au milieu de ton aventure. Raconte-nous comment ça s'est passé, là. T'étais au milieu de la mer, puis tu croises ce gigantesque bateau qui t'a aidé d'ailleurs un petit peu, hein? Oui, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai chaviré à plusieurs reprises juste avant durant, en fait, une tempête, un ouragan qui s'appelait Umberto. Alors, j'ai chaviré à 3 reprises, et durant ce chavirage-là, j'ai brisé des pièces d'équipement. Donc, mon équipe a pris sur elle En fait, ils ont pris la décision de me trouver un nouveau téléphone satellite. Alors, ils ont fait tout le nécessaire pour trouver quelqu'un et ils ont trouvé nul autre que le Queen Mary 2 pour venir me rencontrer. Et c'est drôle parce que quelques heures avant de rencontrer le Queen Mary, j'étais dans un ouragan. Donc, j'étais dans une tempête et mon routeur météo m'avait dit, Mylène, je pense que tu es l'être humain le plus seul au monde parce qu'il n'y a pas un bateau qui va venir autour de toi à des kilomètres et des kilomètres à la ronde parce qu'il fait vraiment pas beau. Donc, les bateaux détournent la zone où tu te trouves. Et là, une journée plus tard, 24 heures plus tard, ou je sais pas,
peut-être 48 heures plus tard, le Queen Mary s'est déplacé avec, il y avait environ, avec les membres d'équipage, je pense que c'est 4000 personnes à bord du bateau. Donc, un petit peu plus que 4000. Donc, je suis passée de très, très seule au milieu de l'océan à des milliers de personnes qui sont venues me rendre visite. Puis, vous savez, ils se sont pas contentés de me prêter un téléphone satellite. Là. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle a de besoin? Donc, ils m'ont mis des petits fruits frais dans une grosse, gros contenant étanche. Ils m'ont donné du savon, des lettres, des messages d'encouragement, une bouteille de vin. Alors, la rencontre s'est faite rapidement quand même. Ça a duré peut-être une trentaine, une quarantaine de minutes. Et puis, j'étais tellement impressionnée de la grosseur du bateau. C'était formidable. Je pense que c'est le plus beau moment de ma vie. Il n'y a aucun moment qui est arrivé à la cheville de ce moment-là parce que l'émotion était vraiment à son comble. En fait, je savais même pas qu'on pouvait se sentir aussi énervé que ça. Oui, parce qu'à part cette rencontre exceptionnelle justement avec le Queen Mary 2, c'est quand même 129 jours en mer, seul en mer, dans le petit Hermel, hein, on le voit nous autres là à cette île, c'est pas grand comme habitacle non plus, ça donne pas bien des possibilités. Il nous passe toutes sortes de choses par la tête dans ces moments-là, cette grande solitude, 129 jours. Il y a la crainte, le stress aussi, l'effort physique, ça doit défiler dans sa tête, hein? Oui, mais tu sais, quand j'étais sur le bateau, pour moi, c'était devenu un peu normal, hein, parce que j'étais bien sur mon bateau, j'avais pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Bon, à part quand j'ai perdu quelques pièces d'équipement, là, mais pour moi, c'était un quotidien, puis ça se fait assez lentement. Donc, j'ai vraiment eu le temps de m'habituer. Et puis, en fait, ça défilait pas trop vite. Les moments où ça a défilé très, très vite dans ma tête, c'est surtout les moments où j'ai rencontré le Queen Mary, où je suis plongée dans l'eau, et les moments autour de l'arrivée. Mais sinon, je m'étais bien habituée à ma lenteur de déplacement. Les gens qui veulent tout connaître de ton aventure, je pense que la meilleure façon, c'est de se procurer le livre « Dépasser l'horizon », un livre qui raconte tout ça. Je pense que tu l'as écrit en partie à cette île, d'ailleurs, le livre. Hein? Oui, je l'ai écrit à Matamec. Ben oui, j'ai écrit ça dans le chalet d'un couple d'amis à moi, de Richard et Cathy, qui m'ont prêté leur chalet à Matamec. Puis je les remercie d'ailleurs. Ça a été un endroit merveilleux pour me ressourcer puis pour me concentrer uniquement sur l'écriture de mon livre. Donc, je voyais la plage de Matamec. Et des fois, j'allais à Sept-Îles prendre mes courriels dans un petit café à Sept-Îles. Ah oui, la haute vitesse fonctionne pas encore à Matamec. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais depuis 2013, Mylène? J'ai vu souvent ton nom associé à des grands événements, des conférences à toutes sortes de niveaux. C'est très populaire d'ailleurs, les rencontres là, avec toi, les conférences. C'est ce que tu fais principalement maintenant? Oui, exactement. Donc, je me promène pas mal partout. Je me suis promenée beaucoup aussi à l'extérieur. Et puis là, je continue de faire des conférences et j'adore ça. Là, je suis en train de préparer une nouvelle conférence. Je travaille sur plusieurs différents événements. Et puis, j'ai fait aussi, j'ai co-animé la Grande Traversée à Radio-Canada. Donc, je me suis vraiment fait un fun fou à travailler sur ce projet-là. Et puis, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi la Grande Traversée. Tu étais co-animatrice avec Francis Rédé. Ça a dû te rappeler aussi plein d'émotions, hein, parce que ces jeunes-là, c'est sûr qu'ils n'étaient pas à la rame, là, mais il y avait quand même toute une aventure aussi pour eux autres. Ah oui. Pour moi, ça a été, j'ai revécu des émotions, puis j'ai aussi, j'avais un peu de jalousie. J'aurais eu le goût de partir, moi aussi. mais ça a été une expérience super formatrice, puis j'espère pouvoir retravailler dans ce domaine-là dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais je suis sûr que c'est quand tu viens à cette île puis que tu te ramasses tout proche de Hermel dans notre marina à cette île là que c'est là que tu as le plus le goût de reprendre des aventures, de revivre ce que tu as vécu. Là, je sens que c'est tellement loin quand je vois mon bateau. Là, je sens que c'est comme, mon Dieu, j'ai tellement changé depuis. Il me semble que c'est passé tellement de choses. Il y a tellement de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis. Donc, mais c'est sûr que je vous mentirais pas, je ferme la porte des fois, les 2 seules fois où je suis allée dans le bateau et je m'imagine qu'il y a personne autour. Je ferme la porte de façon étanche puis je me dis t'es en mer, je me fais à croire durant quelques secondes que je suis encore dans mon aventure en 2013. T'en as fait d'autres quand même, des défis, hein? Je voyais l'hiver dernier le défi canot à glace à Montréal. C'est quelque chose qu'on peut pas couper le lien avec ça. Non, exactement. Puis le canot à glace, c'est tellement un beau sport, c'est tellement aussi quelque chose qui nous rappelle l'histoire du Québec, le développement économique. Ça a été un moyen de transport, de marchandises. Même autrefois, on transportait les malades en canot à glace. Donc, c'est un sport vraiment incroyable. Puis, je pense que vous avez une nouvelle équipe à cette île de canot à glace. Donc, je vous encourage à les encourager puis à aller les voir pratiquer, puis même à leur demander d'essayer parce que
c'est vraiment satisfaisant de voir la glace se casser sous nos pieds, sauter dans l'embarcation. Là, c'est quelque chose de vraiment palpitant. Dis-moi, Mylène Paquette, l'après 2013, là, après avoir vécu cette grande aventure-là, toute la notoriété, ça a été médiatisé, tout ça. Est-ce que tu t'attendais à ce que la vie soit comme ça, finalement? Le monde va quasiment se battre pour t'avoir en conférence. Le port de cette île a navigué, a travaillé très fort parce qu'il y avait d'autres endroits qui voulaient accueillir le Hermel. Finalement, c'est exceptionnel ce qui se passe aussi après un événement là, comme celui que tu as vécu. Oui, ben c'est sûr que pour moi, j'étais comme un peu dans une espèce de brouillard. Là, ben le brouillard, c'est un peu négatif des brouillards. J'étais comme dans une espèce de tourbillon, on va le dire comme ça. Donc, c'est après plusieurs mois que je me suis rendu un peu compte, tu sais, que je me rendais compte de la pression aussi qui venait avec ça, puis c'était une grosse vague qui arrêtait pas. Alors, je me suis sentie un petit peu moins libre à mon retour. Et puis là, c'est drôle parce que ça vient juste de s'estomper après 4 ans. Là. Cet été, là, j'ai eu du temps pour moi vraiment. Là, je me suis dit, c'est fun des fois. Il y a des bons côtés à ça. Puis des fois, on s'ennuie aussi de cette frénésie-là. Là. Mais je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Ça, c'est sûr. Je m'attendais pas à ça. Le Queen Mary 2, il devait venir l'an prochain, en 2018. Destination Sept-Îles, Nakawi-Nanou. Tu avais probablement déjà contacté avec une date en 2018. Là, on s'est retourné de bord vite. Tout le monde était content que tu sois disponible pour y venir. Est-ce que tu as eu d'autres liens avec les gens du Queen Mary ou tu as eu l'occasion de le revoir après 2013? Je l'ai revu en Angleterre. On est allé en Belgique, en France avec le bateau. Donc, j'ai invité ma sœur. Alors, tous les deux, on est allés à bord pendant peut-être 6 ou 7 jours. Et puis, après ça, j'ai eu des contacts avec quelques passagers. Hein. Il y a des gens qui étaient sur le bateau, qui m'ont vu en plein milieu de l'océan, qui m'ont écrit par Facebook, qui m'ont envoyé des photos. Et c'est très drôle, très cocasse, c'est que ces gens-là me disaient par exemple, moi j'étais sur mon balcon avec ma chemise rose et mon pantalon bleu et mon mari avait tel vêtement. Alors moi, sur les photos que j'avais, je les retrouvais, je leur envoyais les photos. Alors c'est une photo comme ça en plein milieu de l'océan, une photo de toi, c'est très drôle à recevoir puis à envoyer. Donc on est resté en contact par Facebook avec quelques passagers et c'est sûr que le capitaine, j'ai un contact avec lui, ça fait très longtemps que je lui ai pas envoyé un petit message. Lui et son épouse, c'était le capitaine O'Prey qui était là sur l'océan avec moi. Donc, on a gardé contact et puis je sais que mon voyage, notre rencontre lui a inspiré de partir lui aussi à l'aventure. Donc, il va me tenir au courant de sa traversée à la voile à lui dans les prochaines années. C'est pas le plus gros bateau du monde, mais c'est sûrement un des plus prestigieux dans son domaine des croisières. Je pense que c'est un événement à ne pas manquer pour les gens de cette île aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Alors, je vous souhaite mon Dieu, de vivre plein d'émotions et peut-être un petit peu de penser à moi là, quand vous le verrez là, au quai de cette île, là, vous direz, mon Dieu, elle était toute seule devant ça. Elle, c'était wow. C'est vraiment... vous aurez une pensée pour moi, s'il vous plaît, les gens de cette île. Mylène Paquette, un gros merci pour cette entrevue. Merci, c'est super grave de vous parler, puis je suis toujours bien contente de parler aux gens de votre région. Bon séjour et bonne rencontre avec Hermel. Là. Merci, bonjour à tout le monde. Puis n'hésitez pas à venir me voir si vous me croisez à cette île dans les 2-3 jours que je vais être là. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. En ce moment, chez GA, en achetant un produit compliment participant, vous obtenez une chance de gagner $1 million. Ça fait que vous êtes peut-être à un pain de faire ben du blé. C'est $1 million à gagner chez GA. Ton chum est parti à la chasse? C'est tant mieux! Votre 94.1 récidive avec le concours Veuve de chasse. Une fille et 3 de ses amis vont vivre une belle journée samedi le 7 octobre. Ça commence avec la coiffure pour les 4 au Salon du Carrefour, le maquillage par Anne Vigneault et ça se poursuit avec le transport en limousine jusqu'au restaurant chez Sophie qui vous offre le souper et une consommation. En plus, la gagnante recevra un bijou Caroline Néron de la bijouterie Banville, une carte cadeau de $100 du centre Hi-Fi, une carte cadeau de $100 aux Galeries Montagnaises et des lunettes solaires de chez Iris. Inscris-toi sur notre page Facebook en commentaire sur la publication des Veuves de chasse. À chaque jour, écoute IA des matins, Pure Musique et Bonheur PM. Si tu es nommé, tu as 5 minutes pour nous téléphoner au 88 962 7088 et devenir finaliste. La seule condition pour t'inscrire, c'est d'être une veuve de chasse. Le tirage se fera vendredi le 6 octobre dans IA des matins. Bonne chance! Côte-Nord. Attitude.
Oui, ben Tracy Little était à Sept-Îles en fin de semaine. Cet athlète olympique en nage synchronisé est venu superviser les entraînements des jeunes nageuses du club Les Astérides dans le cadre d'une campagne BMO 200. C'est la Banque de Montréal, donc la BMO, qui avait organisé un genre de concours là où une maman pouvait faire un souhait. Au mois de juin dernier, c'est le souhait de Caroline Dubé de Sept-Îles qui a été réalisé. Elle voulait que toutes les nageuses synchronisées du club Les Astérides de Sept-Îles aient accès à un entraîneur professionnel afin que l'équipe dont fait partie sa fille soit bien placée pour réussir et que les nageuses aient la confiance nécessaire pour repousser leurs limites. Tracy Little était donc à Sept-Îles cette fin de semaine. Les deux nageuses, c'est Karine Thomas qui est l'autre. Là, on devait lui parler il y a quelques jours quand on a parlé à la maman justement qui a fait ce souhait, Caroline Dubé. Mais finalement, on n'avait pas réussi à la rejoindre en direct lors de l'entrevue. Donc, samedi, c'est Tracy Little qui était chez nous. Elle était au complexe aquatique pour compléter l'entraînement des nageuses synchronisées et leur donner le plus d'outils possible pour aider dans leur cheminement. L'athlète québécoise est originaire de Pointe-Claire. C'est une communauté anglophone dans la région de Montréal. Elle nous a donné une entrevue en français. Elle est très bonne quand même en français. Alors, c'est avec plaisir qu'elle coach les Astérides de Sept-Îles depuis le printemps. On écoute Tracy Little. Oui, j'ai fait plein de camps d'été avec eux autres, puis s'entraîner très fort. Comment ça se passe? Tu as eu des rencontres avec eux autres à Québec. Là, tu viens surtout les motiver. C'est un peu ça ton objectif, hein? Oui, c'est ça. C'était une vue de nageuse de venir puis entraîner les filles à l'équipe. Puis le BMO, le Banque de Montréal, a donné le vœu. Tracy, tu as participé 2 fois à des Jeux olympiques, notamment à Londres, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? Tu as déjà eu cet âge-là aussi. Entre les deux, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on devient une athlète olympique? Là, ton message aux jeunes, c'est quoi? La détermination, c'est ça le secret? Oui, pour moi, à cet âge-là, c'était vraiment de travailler fort, mais aussi d'avoir du fun. Parce qu'après, ça devient vraiment comme trop dans les Jeux olympiques. Ça applique beaucoup, puis c'est sérieux. Ça se décide à quel âge de devenir une athlète olympique en nage synchronisé? Ça se passe comment? Moi, j'étais vraiment jeune. Je pense que j'étais 6 ou 7 ans, puis j'ai dit... Tu savais déjà que tu voulais aller aux Jeux olympiques? Je vais aller aux Jeux olympiques. Je sais pas dans quel sport, mais je vais aller. Mais je pense que ça décide très jeune. Si tu as l'esprit d'aller, puis tu regardes les autres olympiennes avec... comme des idoles. Il y a une bonne organisation. Hein? On a quand même eu plusieurs équipes olympiques au Québec, au Canada, plusieurs représentantes du Québec au sein d'équipes Canada. Quand on est à Sept-Îles, d'après toi, est-ce que c'est une chose qui est possible de monter jusqu'à des hauts niveaux comme ça en nage synchronisé? Oui, c'est toujours possible. C'est vrai, à Québec, on est vraiment fort en synchro, mais même si tu es loin à Sept-Îles, une fille peut sortir puis aller vraiment loin si elle veut, puis elle travaille fort, puis monte à les autres équipes qu'elle vraiment voulait. Parce que toi, tu es dans la région de Montréal, tu as toujours évolué dans la région de Montréal. Il y a une différence entre le club, tu viens de Pointe-Claire, près de Montréal, et Sept-Îles, il y a quand même des distances à parcourir pour aller aux compétitions et tout ça. Mais toi, est-ce que tu vois une différence? Ah oui, je vois, mais d'être un peu plus loin des autres pour être compétitif avec les autres clubs, c'est dur. Je venais d'une plus petite aussi à Pointe-Claire, c'était pas un gros club quand j'étais là, mais j'aimais ça. Et puis, qu'est-ce que tu constates de nos jeunes, là? C'est sûr que tu as plus supervisé l'ensemble, hein? Tu n'as pas nécessairement conseillé des filles en particulier qui ont du potentiel, mais est-ce que tu en vois du potentiel dans notre club, là? Ah oui, ça fait déjà 3 ans que j'ai pratiqué avec eux autres, puis je vois toutes les filles qui deviennent des plus belles nageuses, puis il s'est grandi beaucoup. C'est plus avec les entraîneurs, j'imagine? Tu les supervises, tu les aides au niveau de leur préparation, ces choses-là? Oui, c'est aussi juste de commencer à travailler fort, comme mettre plus sévère dans les pratiques, on n'est pas là, puis pour eux autres, pour commencer à travailler toute seule, vraiment plus fort. Est-ce qu'on a des bonnes entraîneuses à Sept-Îles, d'après toi, en nage synchronisé, là? Oui. Tout le monde ici sont vraiment gentils. J'aime vraiment l'entraîneur. Tout le monde ici est vraiment gentil. Qu'est-ce que tu penses que ça va leur apporter, ta présence? Puis le fait qu'une maman a participé à un concours qui permet que vous supervisiez ces jeunes-là, c'est quand même exceptionnel, là. C'est grâce à BMO. Qu'est-ce que tu penses que ça va leur apporter? Juste de voir la télévision ici pour eux autres, pour avoir le média là pour eux autres, ça va être bon.
bon. C'est vraiment une bonne chose. Contact avec une Olympienne aussi, j'imagine. Oui. Eux autres, ils connaissent moi maintenant, mais c'est encore toujours le fun de travailler avec eux autres. Parce que t'es pas dans un sport où vous êtes des super vedettes non plus, hein? C'est pas comme certains autres athlètes en hockey ou dans d'autres disciplines. Quand même, la nage synchro, ça reste un sport qui est un peu moins, en dehors des Olympiques, un peu moins suivi, non? Oui, peut-être, mais pas pour eux autres. Eux autres, nous, sont comme des joueurs de hockey, mais on voulait que le sport devienne comme ça, plus grande. Puis on fait les tours au Canada pour voir les filles petites pour faire augmenter le sport un peu. Ben, Tracy, un gros merci, entre autres, pour ton effort à nous donner une entrevue dans la langue française, qui est pas ta langue maternelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un beau sport quand même, Valérie, la nage synchronisée. Moi, aux Olympiques, je trouve tout le temps ça impressionnant. Là. D'abord, physiquement, c'est dans l'eau, c'est de la natation, faut coordonner sa façon de respirer. À un moment donné, ils montent les filles sur leurs épaules, là, ils font comme un genre de pyramide. C'est vraiment impressionnant. C'est la coordination aussi de tout ce monde-là, c'est fou. Là. J'imagine les entraînements rendus aux Olympiques. Là, l'équipe Canada est toujours très bonne depuis plusieurs années. Faut arriver au quart de seconde, au millième de seconde près, en même temps, les sorties de l'eau et tout ça. Alors, belle initiative d'une maman de cette île, Caroline Dubé, qui a obtenu ce souhait là, dans le cadre d'une campagne BMO 200. Donc, les rencontres avec les nageuses olympiques, dont Tracy Little qu'on vient d'entendre, sont très appréciées des jeunes, des entraîneurs et des parents à cette île. J'ai interrogé 3 filles du club Les Astérides samedi en marge de ces entraînements avec Tracy Little. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Marion. Moi, c'est Maïna. Et moi, c'est Ariane et nous sommes des Astérides de cette île. Vous avez eu l'occasion, les filles, de travailler avec 2 Olympiennes cette année. Qui va me dire comment ça s'est passé, là, me décrire ça? Ça fait quand même plusieurs rencontres que vous avez avec elles. Oui, c'est pas la première, effectivement. C'est quoi les autres rencontres? Qu'est-ce qu'ils font avec vous autres, là? D'habitude, ce qu'on fait, c'est que durant les étés, on a une semaine de camp d'entraînement intensif, puis des fois, on les fait venir. Fait que c'est pas la première fois qu'on les rencontre. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des filles qui ont fait dans le même sport, la nage synchronisée, les Jeux olympiques? Dans le cas de Tracy, ça fait 2 fois qu'elle va aux Olympiques. C'est quand même une athlète de haut niveau. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, c'est sûr que ça nous apporte, ils ont un différent bagage de nos coachs habituels. Fait que ça nous apporte beaucoup plus de je sais pas comment dire ça, de connaissances dans ce sport-là. Est-ce que tu les connaissais avant, ces filles-là? Ben, Tracy, j'en avais pas vraiment entendu parler parce que c'était pas une des plus connues dans le sport, mais c'est sûr qu'elle est vraiment bonne, comme toutes les nageuses qui ont été aux Olympiques, puis c'est vraiment le fun de l'avoir avec nous, là, ici. À cette île. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose possible de commencer la nage synchronisée, d'évoluer avec les Astérides à cette île, puis d'aller à un haut niveau, là, peut-être pas jusqu'aux Olympiques comme Tracy, mais à un haut niveau? Ben, c'est sûr que tout le monde peut réaliser leur rêve, mais il faut juste y croire, puis je pense qu'on peut se rendre vraiment loin juste en faisant ça, là. Est-ce qu'il y en a des filles à cette île que c'est leur rêve de participer à des Olympiques en nage synchro, d'après toi? Peut-être des petites filles en aquabuchu, mais sinon, pas à ma connaissance, là. Vous autres, ça fait plusieurs années, là. Toi, ça fait plusieurs années que tu fais de la nage synchro? Oui, moi, ça fait 7 ans que je fais de la nage synchro. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que t'aimerais aller jusqu'où, là? Ça vous amène quand même plusieurs fois à aller à des compétitions à l'extérieur, hein? Ouais, ben, on fait environ 4 compétitions par année. Mais, je rêve pas nécessairement des Jeux olympiques parce que c'est sûr que c'est vraiment difficile puis c'est beaucoup d'entraînement par semaine. Mais, c'est vraiment ma passion puis j'aime ça venir m'entraîner à la piscine. Ben, merci beaucoup, les filles. De rien, merci. Ça fait plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref, chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec Multilogis, l'Hôtel Le Voyageur et le Théâtre en tournée Les Voyagements, vous présente le lundi 2 octobre à 20h Babysitter. Cédric perd son emploi suite à une blague sexiste qui devient virale sur Internet. Aidé par son frère intello bien pensant, il entame alors une thérapie pour vaincre sa misogynie latente et entame l'écriture de Sexist Story, un livre témoignage libérateur.
Babysitter, une comédie grinçante qui nous plonge au cœur de la question du féminisme et de la confusion qui l'entoure, avec David Boutin, Isabelle Brouillette, Victoria Diamond et Steve Laplante. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. C'est grand, c'est très grand, c'est même très très grand. Grand arrivage à votre magasin La Liquidation. On n'a que du neuf pour vous. Grand choix de vêtements pour toute la famille. Grand choix de décoration, dont de la déco exotique. Et La Liquidation, c'est toujours le plus grand choix de meubles pour la cuisine, le salon et la chambre à coucher. On a aussi un grand spécial sur les matelas et un grand arrivage de luminaires. La Liquidation, toujours le magasin de meubles le moins cher de la région avec que du neuf pour vous. La Liquidation, 460 Place du Commerce. Attitude. Valérie, j'ai 2 pros de l'impro en studio avec moi. Valérie Dionne, notre animatrice qui fait de l'impro depuis plusieurs années. Je pense même que capitaine cette année. Non, t'es pas rendu capitaine? Non, pas capitaine cette année. Une des vedettes. Juste un an, fait que dis pas que je suis une pro, là. Je suis pas rendue là. Mais Marie-Claude Dubé, peut-être, par contre, parce que ça fait un bon petit bout, Marie-Claude, que t'es impliquée dans la Ligue d'impro de Sept-Îles, depuis les débuts, en fait. Oui, depuis les débuts, on entame notre 8e saison cette année. Donc, quand même, une institution de la ville de Sept-Îles, on peut dire. Il y en a quelques-uns quand même, qui sont des mordus d'impro qui sont là depuis le début. Oui, dans la ligue même, là, on est environ 4-5 C'est pas juste toi puis ton joueurs. chum, finalement. Là. Non, c'est ça. Il y a un noyau qui est là depuis le début. Il y a des joueurs qui quittent, exemple, aux études et qui reviennent. Alors, c'est bien le fun. Puis toujours du nouveau monde à chaque année. Oui, tout à fait. Donc là, on te reçoit ce midi pour parler, oui, du début de la saison de la liste. On y reviendra tout à l'heure, mais aussi parce que en fin de semaine, il y a un gros événement à Sept-Îles qui va amener pas mal de monde dans la ville. C'est le tournoi d'improvisation du Dindon Doré. C'est la 5e édition, Marie-Claude, de ce tournoi-là. Et encore une fois, il y a quand même un bon intérêt de la part des équipes de l'extérieur pour venir jouer chez nous, hein. Oui, on a eu de l'intérêt là depuis l'ouverture de nos inscriptions là au mois de juin. Donc une dizaine d'équipes de l'extérieur qui vont venir nous voir en fin de semaine. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui nous démarque à cette île en tant que tournoi, en tant peut-être que ligue, je sais pas, qu'est-ce qui fait en sorte que les équipes de Montréal, de Québec, ça se garoche pour venir jouer chez nous? Ben, faut dire que dans l'Est du Québec, là, si je prends exemple avec nos amis de Matane et Gaspé et Bécomo, on forme un petit réseau qui est très accueillant pour les gens de l'extérieur. Tu sais, on organise presque tous un tournoi annuel et puis les gens de Montréal, Québec viennent se greffer à ça. Puis c'est toujours les mêmes et des fois des nouveaux aussi qui se greffent au tournoi, fait que ça fait un bel échange. C'est quoi l'horaire là pour ceux qui voudraient venir voir en fin de semaine les matchs? Ça commence quand? C'est quoi qu'il faut pas manquer là? Ça commence le vendredi. Le premier match est à 19h vendredi soir. Il va y avoir des matchs en continu jusqu'à 23h vendredi. Après ça, samedi toute la journée de 8h le matin à 19h. Ça, c'est des matchs. Ensuite, le soir, on reprend ça à 8h pour le match des étoiles. Et le dimanche, à partir de 10h, c'est les demi-finales et la finale. Pour le match des étoiles, c'est toujours assez couru, Jean. Là. Je sais pas si tu as envie de venir voir ça, mais faut arriver d'avance. C'est samedi soir que ça se passe. C'est la plus belle soirée. Ben, tu sais, c'est parce que c'est un joueur étoile de chaque équipe qui s'affronte. Ça, c'est toujours très couru. Oui, c'est très couru. On aime ça voir les gens de cette île se présenter aux portes là à partir de 7h15, 7h30. Là, il y a bien de l'excitation, puis c'est ça, les 10 ou 12 joueurs les plus étoilés du tournoi vont s'affronter. C'est un peu comme votre tournoi d'ouverture, là, comme au curling, finalement. C'est en quelque sorte le début de saison. On a un petit peu commencé en fin de semaine avec les journées de la culture, hein? Oui, c'est ça. On a commencé en fin de semaine avec la présentation de nos équipes et ensuite, CC va avoir le dindon en fin de semaine prochaine et là, notre saison régulière va partir. Comment ça se prépare, une saison d'impro, là? On le voit avec le hockey, les gars, ça suit les camps d'entraînement, les matchs hors concours, les défaites du Canadien consécutives. Du côté de l'impro, est-ce que ça se prépare? Parce que l'improvisation, en principe, on n'écrit pas le scénario d'avance. Ben, ça ressemble un peu à ça, les étapes. Nous, à partir du mois d'août, on fait des auditions. On sélectionne les meilleurs et on s'en va en camp d'entraînement, une fin de semaine en retraite fermée. Tout le monde ensemble, les anciens et les nouveaux. Fait que c'est là qu'on apprend à se développer. On a des ateliers avec des professionnels qui viennent nous donner des ateliers.
Alors, puis tout le mois de septembre, notre case horaire, c'est le jeudi soir. Alors, même s'il n'y a pas des matchs publics, là, nous, on se réunit, on fait des ateliers, des exercices ensemble. La répartition des joueurs dans les équipes, ça se fait comment? C'est plus entre amis, quoi? On se regroupe entre amis? Ou faut quand même avoir un équilibre entre les équipes à Sept-Îles pour donner un programme intéressant là en saison? Oui, c'est ça. L'équilibre des équipes est très important. C'est vraiment les 4 capitaines. Là, depuis quelques années, on fonctionne comme ça. Les 4 capitaines forment les équipes ensemble. Donc, on se fait une réunion, puis on essaie d'équilibrer le plus possible les équipes. Ceux qui sont pas allés depuis un petit bout, là, comme moi, là, qui sont allés un petit peu au début, il y a 7-8 ans, est-ce que ça a beaucoup évolué, l'impro à Sept-Îles? Je te dirais que notre niveau de jeu a évolué beaucoup. Si on compare à nos premières années, on avait peu d'expérience. Les gens qui embarquaient dans la ligue avaient pas d'expérience en impro ou même en art de la scène carrément. Là, avec les tournois qu'on a fait à l'extérieur, le Dindon doré qu'on organise ici, les échanges, on a eu la chance de jouer avec la LNI à quelques reprises. Donc ça, c'est toutes des choses qui nous font grandir, puis le niveau de jeu a augmenté, la rapidité aussi. D'ailleurs, on a eu l'occasion samedi soir de voir toutes les équipes en action. Puis là, j'aimerais ça peut-être là pour ceux qui seraient curieux de connaître un peu les équipes, que tu nous les décrives en un mot. Tu sais, qu'est-ce qui te vient spontanément quand tu penses à toutes les équipes de cette année? Bon, tu vas me faire improviser ce midi. Donc, premièrement, on aurait l'équipe des Rouges. Alors, le capitaine, c'est Paul Bouchard. Donc, ça, je vous dirais, c'est l'équipe surprenante. Après ça, les Noirs de Benny Chambers, une équipe animée et énergique. OK, c'est bon. Ensuite, mon équipe, les Blancs, je dirais une équipe de jeu dramatico-comique, si on peut dire ça. Ensuite, les Bleus de Mathieu Poulain-Goyer, je te dirais que ça va être une équipe, l'équipe à surveiller. Je pourrais qualifier ça comme ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est intéressant. Toi, t'es dans quelle équipe, Valérie? Dans l'équipe des Bleus. Des Bleus? Ouais. T'es à surveiller, donc? Ben là, je viens d'apprendre ça ce midi. Moi, j'aurais dit l'équipe de l'intensité. Mais bon, je le vois comme ça. C'est à surveiller de l'intensité. Ben, oui, c'est à surveiller. C'est vrai. Marie-Claude, il y a tellement de choses qui vont se passer cette saison pour la liste. On a les matchs réguliers qui vont commencer la semaine prochaine, les jeudis, toujours au Petit Théâtre. Mais comme d'habitude, il y a plein d'événements qui vont se dérouler. Il y a quand même une équipe de la Suisse qui s'en vient à Sept-Îles en octobre. Oui, une équipe de la Suisse qui vient faire une tournée au Québec. Donc, ils vont visiter plusieurs villes partout dans la province et on a la chance de pouvoir les recevoir. Et que ça va être samedi le 21 octobre au Petit Théâtre. On a bien hâte de les rencontrer. Toi, as-tu eu des contacts avec eux? Est-ce que tu en sais un peu sur leur style de jeu ou comment ça... Ben, ce que je sais, c'est une équipe, là, je crois qu'ils sont formés de 6 filles et 1 gars. Ah ouais? Alors, quand même, aussi représentatif de la liste. Ici, à Sept-Îles, on est une ligue comparée aux autres ligues, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de filles. Alors, ça va être un super bel échange. Aussi, je sais qu'ils ont fait une campagne de financement par Internet pour financer leur voyage au Québec. Alors, ils ont réussi à ramasser plus de 4 000 €. Alors, ils ont l'air très, très motivés. Donc, eux s'en viennent ici à Sept-Îles. Puis Sept-Îles va voyager aussi au courant de la saison. En novembre, il y a un voyage au Manitoba aussi qui s'organise. C'est quoi ce voyage-là? Oui, c'est ça. C'est un voyage à Winnipeg, un échange avec la communauté de Saint-Boniface, donc qui est une communauté francophone. Alors, il y a 2 représentants qui sont venus nous visiter l'an dernier. On va se rendre là-bas, une équipe complète pour faire un match spécial. Et eux devraient venir aussi au printemps prochain. Une équipe au complet, donc c'est vraiment, ça fait partie d'un plus gros projet où est-ce qu'il y a plusieurs disciplines artistiques impliquées, là, des échanges comme ça. C'est sur une durée de 2 ans à peu près. C'est impressionnant de voir comment ça a fait du chemin, l'improvisation à travers le monde. Là, on est rendu en Suisse, puis à Saint-Boniface, près de Winnipeg. Quand même un sport qui a été créé par un amateur de théâtre expérimental, Robert Gravel, il y a quelques années, en utilisant le modèle hockey. C'est sûr qu'il y a des années où il y avait des matchs à tous les semaines là, à Télé-Québec, mais ça a comme repris depuis quelques années. Même les télédiffuseurs s'intéressent à l'impro. Oui, effectivement. Il est pas rare d'aller dans des tournois puis d'avoir une chaîne de télé qui va filmer, une chaîne communautaire qui va filmer le match.
Et il y a le national d'impro à Télé-Québec cette année. Exactement. Donc ça crée une effervescence, je dirais, chez le public là, qui a le goût de voir plus d'impro. Donc on est bien content de tout ça. Donc, on invite les gens cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, tournoi d'improvisation du Dindon Doré. La liste qui sera représentée, Marie-Claude, au tournoi. Là, il y a une équipe de la liste qui va jouer avec plein d'autres équipes au Québec aussi. Et bien sûr, les jeudis au Petit Théâtre à partir de la semaine prochaine, Petit Théâtre du Centre socio-récréatif. Là, cette semaine, vous en avez jeudi, vendredi, samedi, non, dimanche? Non, il n'y en a pas jeudi. OK, là, vous commencez, c'est le tournoi, puis l'autre jeudi, c'est le vrai début de la saison. Oui, c'est ça, le vrai début de la saison. Le public est encore généralement au rendez-vous, hein, aux activités de l'impro? Oui, encore ce samedi, là, la salle était presque pleine au Petit Théâtre pour voir les 4 équipes, là, donc... Ben, c'est pas cher non plus. T'sais, je pense qu'il faut le dire, là, c'est une soirée une sortie qui coûte pas cher. T'sais, c'est 3 $ à l'entrée, amène ta boisson. Ça a bien du bon sens. Ouais, c'est ça. C'est rare, les sorties qui coûtent aussi pas cher. Marie-Claude Dubé, merci beaucoup pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94.1. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. Attraction radio en direct. C'est extraordinaire comment les gens répondent bien ici à l'invitation, naturellement, des 3 partenaires qui ont organisé cette belle journée pour l'arrivée de ce magnifique bateau. J'ai avec moi Marie-Ève Guérin qui m'a accompagnée pour les reportages. Marie-Ève, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer plein de choses cet après-midi. Moi, j'aimerais vraiment inviter toute la population parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique. Il y a de la vie. On veut montrer à nos croisiéristes comment que les Sétiliens sont chaleureux. Oh, oui, oui. En fait, je les invite à venir à partir de 2h30. Il y aura le thé à la saveur Inou. À partir de 16h, nous aurons aussi des hot dogs pour toute la population. Alors, vous pouvez vous sauver un souper en ce lundi soir, venir avec la petite famille. Puis tout au long de l'après-midi, vous avez la chance aussi d'aller rencontrer Madame Mylène Paquette à la Marina. Ça, c'est de la visite rare. Vous allez pouvoir prendre des photos, faire signer des livres. Puis il y a également les sculptures de Monsieur Sinotte qui sont en exposition de toute beauté. Alors, une invitation de Attraction Radio. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Valérie Le Cégep de Sept-Îles et la Commission scolaire du Fer ont annoncé récemment qu'ils coordonnaient leur effort pour la mise en place d'un pôle d'innovation à Sept-Îles. Et c'est notre nouvelle d'intérêt ce midi. Steve Chapadeau, bonjour. Bonjour. Quand même une nouvelle intéressante, c'est tout le milieu de l'enseignement qui rame dans le même sens à Sept-Îles, vers l'innovation. Ben exactement. Quand on parle de pôle d'innovation pour le commun des mortels, je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer c'est quoi, Jean, un pôle d'innovation. Mais il y a plusieurs années passées, on parlait surtout de grappe industrielle. C'est un petit peu le même synonyme. Un pôle d'innovation, concrètement, c'est quoi? C'est qu'on réunit les gens d'une même industrie, on les réunit ensemble pour qu'ils collaborent parce qu'ils ont souvent des problèmes d'intérêt commun, des problématiques communes ou à venir. Tu sais, on pense à un changement de réglementation ou à certains procédés de production où on est moins compétitif à l'échelle mondiale. À ce moment-là, on réunit tous les gens d'une même industrie dans une même organisation, dans un même pôle, pour qu'ensemble, ils travaillent à trouver des solutions innovantes. Donc, on sort un petit peu des sentiers battus. C'est pas pour refaire les mêmes choses, mais vraiment trouver des nouvelles solutions par rapport à leurs problématiques. En bout de ligne, on peut sauver des compagnies, des emplois, en développer aussi des PME. C'est un peu ça. On commence à avoir de plus en plus d'outils, justement, entre autres autour de nos maisons d'enseignement. Ben effectivement, c'est qu'on se sert justement de la matière grise pour développer le savoir. Hein. C'est la mission première d'une institution d'enseignement. Un petit peu la culture du savoir, transmettre les connaissances, mais aussi il y a un volet de recherche, davantage de recherche appliquée. Donc, comment on met en opération, comment on met en application nos recherches. Et les avantages justement des pôles d'innovation, tu le mentionnais, mais ça permet aussi d'attirer, lorsqu'il y a un pôle commun de recherche, de matière grise qui s'organise autour de certains secteurs, on voit qu'il y a notre activité au niveau des fournisseurs, au niveau des démarrages d'entreprises et même au niveau
des entreprises de l'extérieur qu'on peut recruter parce que justement, il existe un réseau intégré qui permet justement de soutenir les entreprises dans leur développement. En marge de ce pôle d'innovation, on a justement développement économique Sept-Îles ici, là, qui a aussi un incubateur d'entreprises. Ça, c'est utile pour l'économie locale, hein? Bien, effectivement, parce que d'abord et avant tout, le Cégep, on le mentionnait dans sa mission première, c'est la transmission. Bon, c'est de la formation générale et professionnelle de qualité. Mais de son second volet, c'est soutenir la recherche et le développement régional. Donc, le Cégep a développé des créneaux davantage des créneaux de recherche. Donc, pour étudier certains au niveau technologique, certains volets au niveau technologique, on parle de l'industrie 4.0, de l'exploitation, la maintenance ferroviaire, un deuxième, un troisième, les systèmes énergétiques intelligents. Et le quatrième, ils ont développé également tout ce qui est santé au travail et environnemental via l'INREST. On voit que le Cégep avait développé des créneaux pour justement la culture du savoir, mais il leur manquait un outil qui était le prolongement un petit peu de l'institution d'enseignement. Est-ce que c'est sa mission de commercialiser, d'aller aussi loin? Non, il y a un volet justement où les institutions d'enseignement, eux, il y a un certain bout à faire dans la transmission des connaissances et la valorisation justement des innovations, mais il leur faut des outils. Et justement, ce que tu mentionnais, c'est que le partenariat avec Développement économique Sept-Îles et les gouvernements qui ont investi au total 325 000, c'est la première étape pour mettre en place un incubateur d'entreprise plutôt spécialisé dans la technologie numérique, dans l'industrie numérique. Et dans les volets que je vous mentionnais, qu'on parle d'industrie 4.0 ou des volets comme le ferroviaire, on s'en vient beaucoup avec de l'intelligence artificielle dans ces volets-là. Donc, déjà là, le premier volet, la première étape pour justement le Cégep, la mise en place d'un incubateur, c'est d'aller chercher les budgets pour opérationnaliser ça, réfléchir à comment est-ce qu'éventuellement va se structurer. La deuxième phase, le Cégep est déjà à la phase d'investissement pour trouver. Faut éventuellement monter des laboratoires spécialisés pour pouvoir tester des nouveaux concepts. On parle de bancs d'essais spécialisés. Et la troisième étape qui reste à venir, c'est la capitalisation. C'est qu'on veut aussi éventuellement monter un fonds, un capital, des fonds dédiés pour soit du démarrage d'entreprise ou encore livrer des contrats de licence pour commercialiser justement le savoir qu'on aura acquis, notamment dans le 4.0 et l'industrie ferroviaire. On le voit, le Cégep de Sept-Îles est très dynamique dans ce domaine-là. Il travaille là en collégialité, en collaboration avec le milieu, développement économique Sept-Îles, des entreprises comme Metal 7. Mais la commission scolaire, on pourrait se demander qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans dans un pôle d'innovation. On a un nouveau bâtiment là sur la rue Comeau qui va être inauguré à un moment donné, j'imagine, qui lui va vraiment être utile. Là, on parle d'un investissement de 15 millions pour la construction et l'aménagement d'un pavillon dédié au secteur minier, justement. Effectivement, la commission scolaire aussi, par sa mission, a un volet, oui, d'enseignement au niveau professionnel. Au niveau général, on le connaît de secondaire 1 à 5. Mais au niveau professionnel, mais également, sa mission, c'est également contribuer au développement de son milieu. Donc, avant de voir des équipements pour son volet formation, mais qu'elle va pouvoir mettre à la disposition, exemple, de futurs pôles d'innovation, si on a besoin de tester différents concepts, et que les équipements se retrouvent déjà à la commission scolaire, mais on voit une synergie qui est très réelle, là. On pourrait inclure aussi d'autres partenaires, à part la commission scolaire et le Cégep. Il y a le conseil de bande qui vient d'ouvrir un centre régional d'éducation des adultes qui sera pas inutile non plus pour l'avenir de l'économie locale. Il y a l'Université du Québec à Chicoutimi, la rectrice qui est venue nous voir en début d'année scolaire. Eux autres aussi, avec le pavillon Alouette, contribuent grandement, là. Ben effectivement, c'est qu'ils offrent justement des espaces de formation. Puis d'ailleurs, la rectrice avait appuyé justement la formation d'un pôle d'innovation à cette île. Donc on voit que c'est l'ensemble du milieu de l'enseignement qui se mobilise, qui est dirigé par le Cégep, mais avec la commission scolaire et l'UQAC, pour dire, si on développe justement du savoir dans ces trois volets-là et qu'on est capable de mettre en œuvre des résultats de notre recherche appliquée, mais on se donne un outil avec le pôle d'innovation pour pouvoir livrer la marchandise et pouvoir commercialiser nos idées. En même temps, on travaille dans les industries qu'on connaît. On parle souvent de créneaux. Là, c'est un peu comme ça que c'est structuré. Le gouvernement du Québec identifie pour chaque région des créneaux pour son développement économique. Nous, nos créneaux, on les connaît, là. Ben oui, effectivement, on les mentionnait. C'est beaucoup en recherche appliquée pour l'industrie des grands donneurs d'ordre, l'industrie des mines et métaux principalement. Donc, l'industrie des 4.0, c'est les usines intelligentes, les économies d'énergie. C'est bon, oui, pour la grande entreprise, mais également l'ensemble des PME. L'industrie ferroviaire, mais c'est sûr que c'est davantage relié aux grands donneurs d'ordre des mines et métaux. Mais quand on regarde tout ça, vous avez raison de dire que c'est
faut que chaque région se démarque par ses compétences distinctives. Donc, nous, on est à proximité de grands donneurs d'ordre avec qui on travaille depuis bien des années. Mais là, il suffit d'aller plus loin puis innover avec ces gens-là. Steve Chappado, je suis content, il nous reste quelques minutes. Là, on va changer le nom de la chronique. Au lieu de la nouvelle d'intérêt, on va mettre ça au pluriel, les nouvelles d'intérêt. On peut parler de Champion, Mine de fer Québec. Finalement, il y avait des très bonnes nouvelles à la fin de la semaine dernière. Justement, vendredi, Minerai de fer Québec annonçait avoir finalisé son placement public. Vous savez, il recherchait environ une 20aine de millions pour compléter la mise de fonds dans sa filiale Minerai de fer Québec. C'est chose faite. Ils ont confirmé vendredi l'émission de 21 reçus de souscription qui donnent droit à chacune une action à 90 sous chacune. Donc, ils ont récolté près de 19 millions de dollars pour la mise de fonds. Donc, on peut penser que, on dit qu'au niveau du gouvernement, ils ont volé les fonds et la volonté de le faire. Là, on a vu que finalement Champion a finalisé sa mise de fonds. Donc, est-ce qu'il y a d'autres fils à attacher au niveau du financement de Champion qu'on connaît moins? Mais avec la réalisation de la mise de fonds, on peut penser que c'est de très bon augure pour les prochaines semaines. Et ce qu'on surveille toujours là sur les marchés mondiaux, c'est le prix du fer et le prix de l'aluminium. Ils se comportent un peu différemment ces jours-ci. Là, demain, on va recevoir un vice-président, Jules Côté, d'Aluminerie Alouette. On va en parler un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on voit là sur le marché? Le fer, malheureusement, il est en baisse depuis quelques jours. Oui, le fer, justement, en date de clôture vendredi dernier, en milieu de semaine dernière, en fait... le fer à 62%, qui est le principal comparable, oscillant aux environs de 65 $ la tonne, qui était une baisse de 12% par rapport à la semaine précédente. Mais par contre, pour du minerai de plus grande qualité à 65%, mais le minerai est environ à 90 $ la tonne, alors que le minerai de plus faible qualité à 58% est à 39 $. Donc, si on regarde pour nos minières ici dans le coin de façon très concrète, au niveau des DOC et au niveau d'Arcelor, donc c'est sûr que c'est un minerai qui se négocie au spot aux environs de 65 $. Mais on pense que ces entreprises ont des coûts d'opération très, très inférieurs à ce montant-là, donc ça ne met pas en péril, justement, leur activité. Chacun a sa réalité, comme Arcelor l'intègre, le transforme en boulette, alors c'est encore une plus-value, puis c'est des emplois chez nous. Exactement, mais pour Minerai de fer Québec, qui produisent un 66%, vous voyez qu'au marché, en date d'aujourd'hui, on parle plus de 90 $ la tonne. Mais comme on en parlait avant d'aller sur les ondes, Jean, c'est sûr que c'est des contrats qui sont déjà signés 10 ans à long terme, mais il reste que lorsqu'on œuvre dans un secteur où ce que le prix est bon, c'est sûr que ça sécurise davantage. C'est le cas pour l'aluminium, hein? Le prix est quand même assez bon ces jours-ci. Les courses, vous voyez que les courses maintenaient au-dessus de 2100 $ la tonne, donc vendredi à 2110. Donc, effectivement, on pense que c'est justement avec la baisse du dollar qui oscille maintenant aux environs de 80 cents au lieu de 82, 83 cents, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, mais le taux de change également donne un levier appréciable. Voilà, Valérie, on a rebaptisé la chronique, c'est les nouvelles d'intérêt cette semaine. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition du lundi, première de la semaine de Côte-Nord Attitude. On vous invite bien sûr à profiter du beau soleil pour aller voir le Queen Mary 2 au port de Sept-Îles, hein, Jean? Jusqu'à 17h, le bateau est là. Son départ devrait être tout aussi spectaculaire que son arrivée. Il va être escorté par les petits navires d'océan. Là, ça devrait être bien beau en fin de journée. Demain, à Côte-Nord Attitude, on s'entretient aussi avec le PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux, Monsieur Marc Fortin. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.